Aujourd'hui, Nathalie, vous allez nous parler de la psychologie des survivants et singulièrement des enfants survivants. Oui, Raphaël. Et nous allons tenter de comprendre qui sont les survivants. Je veux dire, comment définir une personne qui a survécu à la mort, quelqu'un qui a été pris dans un accident mortel, par exemple dans un tsunami, un attentat, un génocide ou un kidnapping, bref, une situation extrême au cours de laquelle il a failli mourir, au cours de laquelle il a vu qu'il allait mourir, un événement durant lequel il s'est en réalité considéré comme mort alors qu'il est devant nous. Alors nous allons nous pencher sur la singularité psychologique de ces survivants à l'occasion de la sortie du nouveau livre de Boris Cyrulnik qui s'intitule « 40 voleurs en carence affective » qu'il publie aux éditions Odile Jacob. Et donc, pourquoi ce livre et de quoi parle ce livre, Nathalie ? Alors, Boris Cyrulnik traite dans cet ouvrage d'une question qui l'anime, je crois, depuis longtemps, et que je formulerai ainsi. Que devient un enfant qui n'a pas eu son comptant d'amour et d'attention affective de la part de ses parents quand il était petit ? Et de manière plus précise, quelle sorte d'adulte devient celui qui, enfant, a été abandonné et même maltraité par ceux qui auraient dû lui apporter réconfort et bienveillance aux différentes étapes de son développement. Alors, Boris Cyrulnik explore une nouvelle fois cette question en retraçant son propre parcours intellectuel lié aux différentes avancées scientifiques dans différents domaines, la psychologie, la psychanalyse, la neurophysiologie et l'éthologie. Et à ce sujet, il rappelle les découvertes de Konrad Lorenz et de Tim Bergen qui ont montré chez les animaux le caractère inné des processus d'attachement entre le petit et l'adulte. Il rappelle aussi l'apport des études des Harlow qui ont mis en évidence, dans les années 1950 et 60 aux États-Unis, le besoin essentiel du contact physique des bébés primates avec la fourrure de leur mère, besoin aussi vital que celui de se nourrir. Cyrulnik rappelle les recherches fondamentales de Spitz, qui a montré dans les années 50, toujours aux États-Unis, que dans des pouponnières surchargées, des bébés humains orphelins laissés sans contact, sans portage et sans interaction régulière devenaient très vite des enfants profondément déprimés, auto-agressifs et autistes, et qui finissaient même, pour certains, par se laisser mourir. Alors il insiste sur l'apport de Darwin et sa théorie de l'évolution, et sur les découvertes de Bowlby pour ce qui concerne la théorie de l'attachement, toujours pour mettre en évidence le caractère fondamental de la qualité des liens entre un petit et ses parents. Et à cette occasion, c'est très intéressant, il parle de l'enfance de Darwin et de Bowlby et aime à préciser ils ont été tous deux abandonnés affectivement en quelque sorte par celles qui auraient dû les aimer et les choyer. C'est que Boris Cyrulnik a une idée que je pourrais résumer ainsi. Quand on n'a pas reçu l'affection parentale, maternelle dont tout petit humain a besoin pour se développer, on a deux solutions. Soit devenir un délinquant, un asocial, un criminel, voire même un terroriste, soit s'investir dans la recherche, la connaissance, pour comprendre la violence qu'on a subie. Et c'est précisément cette seconde possibilité qu'a choisi Boris Cyrulnik, tout en laissant entendre qu'il aurait pu mal tourner. Lui aussi, il aurait pu devenir délinquant. Alors, pour bien comprendre tout ceci, rappelons ce qui est arrivé à Boris Cyrulnik. Alors, Boris Cyrulnik est né à Bordeaux en 1937. Il est le fils unique de 2 émigrés juifs polonais arrêtés et déportés à Auschwitz, d'où ils ne sont pas revenus. Boris Cyrulnik, qui avait été confié à l'assistance publique par sa mère peu de temps avant son arrestation, a lui-même été arrêté en pleine nuit sur dénonciation. Il avait 6 ans. Il a été enfermé avec d'autres juifs dans la synagogue de Bordeaux. Et alors qu'on rassemblait les enfants dans un coin de la synagogue, il s'est séparé d'eux et est allé se cacher dans les toilettes. Et là, il a grimpé et s'est agrippé tout en haut d'une porte. Tous les juifs de la synagogue ont été emmenés et déportés. Et lui, il est resté caché tout en haut de cette petite porte. L'Allemand, qui a fouillé partout pour embarquer tous les Juifs, ne l'a pas vu. Boris Cyrulnik s'est ensuite enfui et il a passé toute la guerre dans différents lieux d'accueil, mais toujours en milieu soit indifférent, soit hostile ou franchement maltraitant. Alors plusieurs questions lui demeurent encore à ce jour sans réponse.
Comment a-t-il eu l'idée de ne pas suivre tout le monde dans cette synagogue, de ne pas se regrouper avec les enfants, alors qu'on lui a donné l'ordre de le faire? Comment a-t-il eu l'idée de grimper au-dessus de cette porte et d'y rester caché, à la manière d'un singe ou d'un oiseau? L'autre grande question, c'est bien sûr comment a-t-il su ne pas se laisser déprimer comme les enfants de l'étude de Spitz, ou devenir délinquant comme les 40 enfants de l'étude de Bowlby qui ont souffert de carences affectives. Et comment a-t-il su, privé de ses parents et de l'attention des adultes, inventer les modalités de sa survie psychosociale en s'intéressant aux seuls êtres vivants qui ne lui opposaient aucune violence, qui le laissaient être en contact avec eux, c'est-à-dire les fourmis, les chiens et les moutons? Effectivement, Nathalie, alors comment finalement Boris Cyrulnik a trouvé les moyens pour survivre physiquement et psychologiquement? Alors, voyez-vous, Raphaël, ce qui caractérise à mon sens les survivants, c'est que leur existence demeure une douloureuse énigme, pour eux-mêmes et pour le reste du monde. Il s'agit en fait d'une tentative de retrouver la vie, une sorte de seconde naissance. Mais si la première naissance, se présente comme une évidence, parce qu'elle est attendue par les parents, parce que l'enfant qui naît reçoit un nom, est accueilli par sa famille et son groupe culturel, et souvent lors d'un rituel spécifique, et aussi sans doute parce qu'on n'en conserve aucun souvenir de sa propre naissance, la survie, le retour à la vie, nécessite une nouvelle signification. Les survivants qui souffrent après avoir échappé à la mort sont des personnes qui sont nées une seconde fois, sans comprendre ni comment, ni pourquoi. Alors, certains restent sidérés, traumatisés, empêchés de vivre, ceux dont on dit qu'ils souffrent du fameux trouble de stress post-traumatique. Ils sont comme suspendus dans le moment où ils ont failli disparaître, comme s'ils étaient toujours entre la vie et la mort, capturés par la menace, se posant sans cesse la même question en fonction de l'événement qui a failli leur coûter la vie. Pourquoi me suis-je rendu là, à ce moment-là, là où j'ai croisé mon agresseur, mon violeur? Ou pourquoi a-t-on cherché à me tuer? Et puis, comment ai-je fait pour échapper au pire? Pourquoi m'ont-ils laissé en vie alors que les autres sont tous morts? Des questions qui n'en finissent pas, qui ressurgissent avec violence à l'occasion des cauchemars, des reviviscences, des angoisses ou des états de panique incoercibles. Ceux-là sont en souffrance, fixés au temps du traumatisme. Mais d'autres, comme Boris Cyrulnik, font de leur existence une quête de savoir, une investigation de l'énigme. Ils cherchent des réponses, ils explorent la question de leur survie. Boris Cyrulnik s'est construit dans un univers violent, menaçant et indifférent, et tout comme Bowlby, tout comme Darwin, il a su définir sa raison d'être au monde. Cyrulnik est un survivant qui consacre sa vie à comprendre de quoi est faite la violence dont sont capables les humains et comment on peut y survivre malgré tout. Ce faisant, il a trouvé le chemin pour reprendre une place parmi les vivants et dans la société qui l'avait vomi. Ce qu'on comprend, Raphaël, en refermant son nouvel ouvrage « 40 voleurs en carence affective », c'est que depuis qu'il a 6 ans, depuis que le nazisme l'a condamné à mort, lui et tous les siens, Boris Cyrulnik a décidé de ne jamais s'arrêter de chercher à comprendre comment une telle abomination avait pu avoir lieu et d'en partager la compréhension avec le plus large public possible.